La réputation de l'industrie minière abitibienne et québécoise n'est plus à faire. Au cours du dernier siècle, la région s'est développée rapidement et de façon exceptionnelle autour de cette industrie. Notre réalité géologique, géographique et notre désir de faire les choses autrement ont fait de notre industrie minérale un fleuron. Aujourd'hui encore, en Abitibi-Témiscamingue comme au Québec, nous cherchons toujours à relever les défis de façon nouvelle. Pour ce faire, plusieurs décident de s'unir afin de partager les problématiques communes, les solutions innovantes et leurs réalités. L'Association minière du Québec, si les membres n'étaient pas là, on n'existerait pas. Mais ça permet aux membres de se regrouper à un endroit et travailler sur des problématiques communes plutôt que de développer des approches de façon individuelle. Alors, c'est une façon de rassembler l'énergie. Les membres de l'industrie minière, je parlais des membres de l'association minière, on se retrouve bien souvent sur plusieurs conseils d'administration, justement. Ce sont notre façon aussi de réseauter puis de s'assurer qu'on travaille tous dans le même sens pour le développement du monde minier, c'est justement de s'assurer que les différents conseils de ces différents organismes-là aient des liens. Le monde minier, c'est une grande famille. On parle de 45 000 emplois directs et indirects. Alors, il y a plusieurs organismes à différentes compétences qui travaillent pour le monde minier, que ce soit dans le développement de la main-d'œuvre, que ce soit au niveau de la santé et sécurité, que ce soit au niveau de l'innovation. Mais deux têtes valent mieux qu'une, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et c'est toujours mieux. On amène un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Donc, on finit par bonifier ce qu'on fait et trouver des solutions qui sont beaucoup plus adaptées, finalement, à notre monde. Dans les années 80, la création de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la création de programmes spécialisés pour la région. De quelle façon également, dans le domaine de la gouvernance, il y a eu des institutions qui se sont concentrées vers la concertation avec la population locale, ont développé des relations plus franches aussi avec les Premières Nations de notre territoire. Tout ça a été noté et nous a permis de condenser notre histoire un peu comme un livre de recettes. Et ce livre de recettes-là nous a permis ensuite de vendre l'esprit de la région, de vendre un peu notre façon de faire à des pays étrangers. Chez nous, on s'est habitué à s'autosuffire. Et dans ce sens-là, ben, on compte beaucoup sur le voisin, on compte sur nos partenariats. Et ça, c'est un modèle comme maison d'enseignement, quand on va à l'international, c'est ce qu'on tente de présenter le plus à nos partenaires. C'est de dire, bien, il faut être proche de nos industriels. On n'existe pas que pour donner de la formation. On existe parce que ces industriels-là ont besoin des employés formés. C'est sûr que la formation professionnelle, au même titre que le collège, que l'université, on fait partie de l'écosystème minier de l'Abitibi-Témiscamingue, même du Québec, en raison de notre passé, en raison de notre expertise. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à bâtir le monde minier avec l'industrie. Donc, c'est certain que pour nous, on se sent, puis on est privilégié, puis on se sent aussi très considéré par l'industrie. Puis on voit qu'on a vraiment le sérieux de l'industrie là, pour les aider à combler les besoins de main-d'œuvre, à faire en sorte d'améliorer les processus pour que la santé et sécurité soit de plus en plus présente, pour que les nouvelles technologies soient de plus en plus présentes. Dès la création, en 1983, on avait fait des choix bien précis au niveau du développement de la recherche et le secteur minier était un de ces champs-là avec la foresterie. Et on comprend bien que le secteur minier, c'est un secteur d'activité important pour la région. Donc, on n'est pas surpris que l'UQAT ait fait ces choix-là. La fierté, là, tout le monde, quand tu parles aux gens des mineurs, les gens qui travaillent dans les mines, parce qu'il y en a beaucoup, là, on parle de mineurs, mais un mineur aujourd'hui, c'est plus ce que c'était un mineur il y a 40 ans. Mais ces gens-là, ils ont une fierté de parler de leur mine, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font alentour. Qu'on parle de mineurs qui travaillent à surface ou dans un souterrain, ils ont toutes la même passion de savoir, puis ça jase entre eux autres. Alors, non, cette passion-là, cette fierté-là, ils l'ont. Il faut la faire découvrir.
que je trouve intéressant d'Abitibi, c'est que c'est un milieu qui est très complexe et très petit. Complexe dans le sens qu'il y a plusieurs types de mines, plusieurs types de gisements qui sont près de municipalités. Et puis je pense que les professionnels d'Abitibi ont su s'adapter, soit à développer une mine à 3 km de profondeur, comme la mine La Ronde, ou développer en milieu habité, là, comme à Malartic. Puis ça, je pense que c'est une expertise qui s'exporte très bien à l'étranger. Fait que les gens de l'Abitibi ont su être innovateurs et de s'adapter au milieu de l'Abitibi, parce que c'est rare des régions où il y a eu beaucoup de mines, peut-être plus de 300 mines dans un si petit territoire, donc ça demande à s'adapter et à faire beaucoup d'innovation. Tout le monde, dans le secteur, mais aussi en dehors du secteur, là, majoritairement, là, les gens savent qu'on a des bons travailleurs, on a des bonnes infrastructures, on a des compétences, des bons géologues, puis on a des connaissances dans plusieurs secteurs géologiques, admettons, là, tu sais, on a plusieurs substances au Québec, donc on est quand même, cette diversification-là se retrouve aussi dans les connaissances de nos géologues, de nos professionnels, les différents modes aussi d'exploitation minière. On a du souterrain, on a des fosses à ciel ouvert. On a une diversité dans plusieurs secteurs. Pourquoi ils font appel à nous autres? À cause de nos connaissances au fil des décennies, à aller à travers ces défis-là qu'on a eus au fil des décennies, de relever ces défis-là. Puis d'y aller, c'est une chose. Ensuite, d'y aller puis le faire bien, c'est une autre chose. Puis d'y aller puis le faire bien sans blesser personne, c'est encore une autre chose. Puis en réduisant l'empreinte écologique. Fait qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de choses à penser pour en arriver finalement à aller chercher ces ressources-là. En plus, le fait d'avoir innové toutes ces années-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu de voir qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font en Australie, qu'est-ce qu'ils font ailleurs pour aller chercher ces ressources-là. Nous autres, on a dit comment nous, on va aller les chercher, puis comment on va faire pour être plus productif, pour baisser nos coûts de production, pour améliorer nos standards de santé et sécurité, pour s'assurer que nos gens, là, quand ils vont sous terre, là, ils reviennent avec tous leurs membres, puis ils vont pouvoir retourner voir leur famille. Là. Mais comment on fait ça? Ben, c'est de cette façon-là qu'on a décidé d'innover, puis d'inventer toute une gamme de produits vraiment spécifiquement liés aux mines souterraines. Alors, si on est reconnu dans le monde aujourd'hui, en réalité, c'est à cause de ça. En commençant, là, on a demandé à ce que nos écoles en Abitibi-Témiscamingue puissent donner de la formation sur des sujets qui nous intéressaient ici en Abitibi. Fait que ce soit en ingénierie, que ce soit les techniques, que ce soit au DEP, il y a de plus en plus de cours qui se sont développés, beaucoup en fonction de ce qui était disponible ici comme emploi, puis beaucoup dans les mines. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des mines qui sont ici, là, puis ces mines-là, c'est eux autres qui nous aident à développer notre expertise. Mais en même temps, c'est ces mines-là qui ont dit au cégep, qui ont dit à l'université, « Hey, on a besoin de tel type de personnes. » Réussir à être performant dans une industrie minérale mondiale fait naître chez plusieurs un grand sentiment de fierté. Les gens de la région ont réussi avec le temps à s'adapter et à développer une expertise propre aux réalités d'ici. Ces hommes et ces femmes ont simplement fait le choix d'être les meilleurs. L'expertise en formation minière de l'Abitibi, c'est beaucoup lié à la capacité des établissements d'enseignement d'établir des relations de confiance avec les compagnies minières qui opèrent des mines ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Et c'était le cas dans les années 90, où on a eu des experts de l'Abitibi qui sont en allés travailler pendant plusieurs années en Amérique du Sud. Et à ce moment-là, la formation minière qui était donnée à l'international par nos établissements d'enseignement était orientée vers les besoins de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, les compagnies qui sont ici et qui sont également à l'étranger sont de plus en plus en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest francophone. Et donc, et là, leur besoin de formation minière est très grand. Et quand on regarde dans le monde francophone, quelle est la juridiction qui a la meilleure capacité de former des gens selon les exigences et les besoins de l'industrie, ben on ne la trouve pas en France, on ne la trouve pas en Belgique, on ne la trouve pas en Suisse, on la trouve au Québec. Et elle est connue des compagnies qui sont actives à l'étranger, puisque ces compagnies-là ont également des mines ici. Donc, c'est vraiment ce lien étroit établi entre les compagnies d'ici, qui ont également des mines ailleurs dans le monde, et nos établissements d'enseignement qui nous permettent de rayonner sur la scène internationale. Au fil du temps, je me suis aperçue que on avait
une très grande avantage le fait d'être installé ici en Abitibi, d'être entouré de mines, de par la notoriété automatique que ça nous donne quand on s'en va à l'international, assister à des shows miniers. Et que on se dit abitibien, on vient du Canada, on vient d'un milieu qui est minier comparativement à des fournisseurs de Montréal. On voit tout de suite quand les gens savent d'où on vient, une lumière dans leurs yeux, une crédibilité qui nous accorde qui est supérieure aux gens aux fournisseurs qui sont dans les grandes villes. Donc, on a une équipe, l'Institut de recherche mine-environnement, une dizaine de chercheurs à peu près. Maintenant, je dirais, bon an, mal an, autour d'une 50aine d'étudiants au 2e, 3e cycle qui gravitent des chaires de recherche du Canada, des chaires de recherche industrielle, une chaire du CRDI aussi qu'on partage avec une université marocaine. Les étudiants proviennent de partout dans le monde. Okay? On a beaucoup d'étudiants étrangers au niveau de nos cycles supérieurs, notamment en mine et en foresterie. Donc, les étudiants viennent de partout. Dans certains cas, choisissent, et ça, je vous dirais, c'est ce qu'on souhaite, un certain nombre d'entre eux choisissent de faire une partie de leur carrière ou toute leur carrière professionnelle ici, en Abitibi-Témiscamingue, à l'intérieur des entreprises minières de la région. Dès le début, on a commencé à travailler en partenariat avec d'autres institutions universitaires, ce qu'on a fait dans le secteur minier avec Polytechnique Montréal. Bien entendu, ce qui intéressait Polytechnique quand on est arrivé pour tenter d'établir un partenariat, c'est qu'on était situé dans une région minière et que je vous dirais qu'on fréquentait les mines régulièrement parce qu'ils sont sur notre territoire. Donc, ce qui intéressait Polytechnique, c'était le partenariat qu'on avait avec les industriels. Et nous, de travailler avec Polytechnique nous permettait de déjà travailler avec des gens, avec une équipe en place qui avait déjà une expertise. Donc, je vous dirais que maintenant, en 2016, l'Institut de recherche mine-environnement, je veux dire, elle appartient à l'UQAD, bien entendu, mais c'est toute une équipe de profs, de professionnels. On a l'unité de l'URSTM, qu'on appelle l'URSTM, qu'on retrouve au sein de cet institut. C'est certain que le fait de travailler directement en contexte de production nous fait en sorte que nos enseignants, que nos méthodes d'enseignement doivent être vraiment au goût du jour pour être capable de suivre l'évolution de l'industrie. Également, on travaille avec nos enseignants au niveau du perfectionnement. On améliore nos techniques. C'est certain qu'on est loin du pic et de la pelle, là. Donc, on est vraiment, maintenant, c'est des opérations qui se font sous terre. Donc, c'est beaucoup au niveau, c'est beaucoup mécanisé maintenant. Il y a beaucoup aussi travaillé avec des appareils à distance. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles on essaie d'être le plus possible à la fine pointe à ce niveau-là. Donc on développe aussi avec des partenaires des formations, d'inclure les nouvelles technologies pour de la formation à distance, de la formation qui va répondre à la clientèle de demain également. Donc on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes apprennent de façon différente, puis on essaie d'adapter nos méthodes d'enseignement, notre pédagogie, à justement ces nouvelles méthodes-là. L'expertise minière de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas seulement une expertise technique, c'est aussi une expertise en formation minière. Et cette expertise-là, elle s'exporte déjà depuis de nombreuses années. Les établissements d'enseignement de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit l'UQAT, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les centres de formation professionnelle, celui de Val-d'Or, celui d'Aricana, ont déjà établi des relations très serrées avec l'industrie minière et exportent la qualité de notre formation minière. À l'Institut national des mines, on encourage ces initiatives-là et on aide les établissements d'enseignement à multiplier ces initiatives. Notamment, par exemple, je vais donner comme exemple, c'est l'accompagnement que l'Institut accorde aux établissements d'enseignement pour augmenter leur offre de formation à distance, ce qui ouvre des nouveaux marchés à l'international. Il y a beaucoup de retombées humaines, par exemple, avec justement la connaissance que j'ai même pu ramener ici de
de ma vision des choses, de mon expérience que j'ai vécue en Afrique. Et c'est vraiment dans un but de gagnant, gagnant, gagnant. On en dit 3 parce qu'il y a l'équipement Cohen qui peuvent en bénéficier du point de vue monétaire en ayant de plus de revenus, mais aussi la minière parce qu'elle maintenant a accès à des ressources, une expertise importante dans l'industrie minière, mais aussi la population qui veulent jouer un rôle et qui vont jouer un rôle. Nous, on prétend faire un hub minier, mais aussi faire du transfert de compétences avec la formation, autant en transformation que avec nos vendeurs sur place, des gens locaux qu'on va engager là-bas. Donc, tout le monde voit justement, même le gouvernement qui nous accompagne là-dedans, autant le Canadien que le gouvernement sénégalais, parce qu'on fait une différence sur le terrain. Des sociétés minières qui sont actives sur le territoire et le fer de lance d'une filière, d'un créneau d'excellence. Si on n'aurait pas ces opérateurs miniers présents, ce serait difficile de développer des expertises ou des services ou des savoir-faire. Et donc, cette présence-là est l'élément déclencheur qui permet de développer produits, services, expertise et qui, avec le temps, la maturité, peut se déployer à travers le monde, puisque l'industrie minière est une industrie importante et active partout sur la planète. Dans un petit milieu comme le nôtre, c'est la proximité qui nous a permis de développer notre écosystème minier de façon efficace et complémentaire. Aujourd'hui, c'est dans les échanges entre les différents maillons de la chaîne minérale et dans la confiance que ceux-ci se donnent que l'expertise d'ici se développe et rayonne hors de nos frontières. Donc, à partir de là, quelles seraient les meilleures façons de percer des marchés étrangers? Bien, c'est à travers également notre savoir-faire et notre savoir-être. Et c'est là que le 48e Nord s'est penché à travailler des moyens d'influencer aussi la gouvernance dans des pays étrangers. Donc, en plus de vendre des équipements, on a un rôle comme pays d'appuyer ces pays dans le développement de l'industrie, de sorte que des pratiques que l'on a notées grâce à notre étude, bien, ça devienne aussi des pratiques exemplaires ailleurs. Et c'est là que, à travers ce cheminement, bien, les entreprises aussi de la région, puis également tous les organismes canadiens qui se concentrent vers le développement minier dans des bassins miniers étrangers, bien, ont regardé notre initiative au 48e Nord comme une référence. Donc, on est devenu un peu on a initié des démarches qui ont été mises en valeur, que ce soit par l'Institut canadien des mines, par les affaires étrangères, par des organismes de développement, qui là ont vu dans nos pratiques des moyens également d'appuyer le développement canadien à l'étranger. L'impact le plus grand, peut-être qu'on a en offrant notre formation minière à l'international, c'est de transmettre, en même temps qu'on transmet un savoir-faire sur comment opérer une mine, on transmet aussi nos valeurs. Et nos valeurs en termes de formation minière sont beaucoup associées à l'importance qu'on accorde à la santé et à la sécurité de nos travailleurs. Quand on regarde les conditions de travail ailleurs dans le monde, il y a peu d'endroits où les compagnies accordent autant d'importance à la sécurité de leurs travailleurs. Donc, lorsqu'elles font affaire avec un établissement du Québec pour former des gens, cette disposition-là d'esprit est toujours présente. Donc, on exporte non seulement notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être, on accompagne également les professeurs étrangers pour les aider à s'approprier nos façons de faire, et en faisant ça, on transmet nos valeurs de santé et sécurité. L'industrie minérale d'ici a connu de grands changements au cours du dernier siècle. Cette évolution, tant en santé et sécurité, en environnement, en formation et en innovation, ont fait de nous un exemple dans le monde. Maintenant, alors que d'autres régions du globe débutent leur développement minier, c'est ici qu'ils viennent chercher l'expertise. Nos dernières années nous ont permis de constituer des associations d'équipementiers miniers au sein de 3 pays, qui sont le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces associations viennent chez nous s'inspirer de comment on travaille et viennent s'inspirer aussi parce que lorsqu'ils ont des besoins,
soit des nouveaux projets miniers dans leur pays, bien, ils se servent de nous comme un tremplin de référence parce qu'ils ont besoin d'équipements, ils ont besoin de meilleures pratiques, puis ils ont besoin de travailler avec des bases de gouvernance qui leur sont maintenant imposées par le gouvernement à travers un code minier. Donc, c'est là où, nous, de manière tangible, on peut leur donner des pratiques terrain qui, d'une part, ont été éprouvées, des pratiques terrain aussi qui ont été testées, et ça leur permet aussi de ne pas répéter nos erreurs. Donc, c'est là qu'on devient un grand frère. C'est là qu'on est capable de redonner comme région, puis également d'embarquer les équipementiers dans un aspect qui s'appelle une valeur ajoutée aussi pour eux. Et il leur permet aussi de prendre conscience que leur valeur n'est pas seulement dans leur savoir-faire, mais dans leur savoir-être. C'est sûr que c'est immanquable que c'est à nous d'aller vers eux. C'est les gens venir à nous automatiquement comme ça, oui, ça l'arrive, mais c'est très rare. C'est vraiment à nous d'être proactifs, de se faire connaître. C'est un défi quotidien, même dans nos marchés locaux. Une entreprise qui arrête de travailler à se faire connaître est vouée à l'échec. C'est sûr que quand on parle d'exportation, on peut parler, par exemple, du rôle, on peut parler 48e Nord, qui organise des missions économiques pour les équipementiers. Les équipementiers sont nos membres. Fait que là, on entre dans le réseautage. S'il y a une mission économique d'organiser pour les entreprises, les équipementiers, exemple, nous, c'est sûr qu'on contribue à diffuser l'information. Puis c'est évident que les entreprises qui vont développer un réseau à l'extérieur du Québec le font parce qu'ils ont les compétences pour aller faire des travaux. Puis ça leur permet de développer un autre secteur d'activité ou un autre réseau. Puis ça leur permet de passer au travers la crise qui dure depuis un bon 3 ans. Fait qu'ici, il y a moins de contrats, mais on ne perd pas notre expertise. On va aller travailler ailleurs, on va faire travailler notre monde. Ils vont aller travailler ailleurs. Donc, moi, je suis pas obligée de laisser aller mes employés qui sont formés, qui savent, qui sont bons, tout ça. Donc, je leur offre d'aller travailler ailleurs. Et ça nous permet de quand même continuer à garder nos compagnies en vie, puis le plus possible en santé. Puis au fur et à mesure qu'il y a des contrats ici, bien, tu peux rapatrier tes gens, en tout cas. Puis ça te permet une croissance d'entreprise. Il y a des entreprises qui sont aujourd'hui où elles sont parce qu'ils ont su organiser leur croissance de cette façon-là. Les meilleurs foreurs au diamant viennent de l'Abitibi, nord du Québec. Okay? Les meilleurs au monde sont demandés partout. Quelqu'un appelle n'importe où et dit « Je viens de Rouen, de Val-d'Or, de Macamic » ou de... Ils vont l'embaucher les 2 yeux fermés habituellement parce qu'ils savent que les gars sont performants. Les actions concrètes pour exporter nos produits ou notre savoir-faire, je pense qu'on a beaucoup travaillé ici avec des partenaires. D'abord, de trouver à l'étranger un bon partenaire qui a la même culture que CEMAC et qui est désireux de développer sa connaissance aussi. Je pense que c'est le plus principal défi. Trouver la bonne personne ou la bonne entreprise à l'étranger, ça, c'est le défi. Il faut que tu en rencontres plusieurs avant que... Puis c'est un processus qui est très long aussi. On parle juste de développer un partenariat en Afrique du Sud, ça a pris plus que 2 ans. Au Maroc, ça a pris 2 ans. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'on essaie aussi de collaborer avec des partenaires locaux. Parce que comme c'est très coûteux, si on peut se mettre 1, 2, 3 entreprises ensemble qui ont des produits différents pour se regrouper à l'étranger pour offrir le service, partager le coût. Ça, c'est très important de le faire parce que, compte tenu des coûts, des délais, tout ça, c'est plus facile par la suite. Échanger, partager et travailler ensemble ont permis aux entrepreneurs d'ici de relever de grands défis et de concrétiser de nombreux projets miniers. Cette volonté de travailler ensemble est présente ailleurs sur le globe. Les équipementiers d'ici qui percent les marchés internationaux s'en rendent bien compte. L'industrie minière est très semblable. Les mentalités sont très, très semblables. Qu'on soit partout dans le monde, qu'on soit dans les mines au Mexique, aux États-Unis, il n'y a rien qui ressemble plus à un mineur qu'un autre mineur. C'est drôle à dire, mais c'est vrai. C'est vraiment un état d'esprit, une mentalité qui est très semblable. Donc, le fait de
travailler avec des gens ici de façon régulière, ben on sait pas mal comment que les gens ailleurs aiment travailler aussi. Donc, ça nous est arrivé, bon, d'avoir à exporter notre savoir-faire, de former des gens à l'extérieur du pays et d'arriver avec nos bottines d'Abitibiens, ben simplement et humainement et d'expliquer les choses. Puis toujours, on a eu des accueils très chaleureux et on a pu valider notre méthode, que ça fonctionnait bien. Le fait d'être très manuel et simple dans nos approches. Oui, l'expertise canadienne et abitibienne, est reconnue et souhaitée aussi. Je pense que notre approche aussi, dans différents pays, que ce soit uniquement au niveau de la langue, où on peut communiquer soit en français dans ces pays-là, mais aussi c'est une question d'attitude. On a l'impression que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, on l'a vécu. Puis la manière, notre approche, qui n'est pas une approche d'imposer les choses, mais plus de le faire reconnaître et surtout de les impliquer. Ça, je dirais, c'est une façon différente pour nos entreprises d'agir à l'étranger présentement. On peut pas le faire en disant qu'on arrive là, puis voici, on va vous montrer comment ça marche. Parce que, évidemment, ça fait un peu conquérant, puis c'est pas ce que les gens des pays qui reçoivent, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on arrive là, puis qu'on leur montre comment on a fait pour en arriver là, puis qu'on leur montre comment on le fait aujourd'hui, et puis qu'on les accompagne là-dedans. Fait que c'est important de faire du mentorat avec ces gens-là, puis voir, voici comment on fonctionne, puis voici pourquoi on va y aller comme ça, puis d'expliquer ces choses-là, mais ça se fait évidemment sur une longue période, parce qu'on peut pas penser qu'en une avant-midi, on passe à travers toutes ces informations-là. Évidemment, c'est sur une longue période. Et puis, faut toujours penser à la capacité des gens de recevoir l'information puis de la mettre en pratique. J'ai fait une douzaine de voyages en Afrique pour environ 5-6 voyages en Amérique latine pour justement voir que nous sommes reconnus en tant qu'Abitibiens, Québécois et Canadiens sur la scène internationale. Parce que justement, on est en mesure d'offrir notre expertise reconnue dans l'industrie minière pour avoir de l'expérience de nombreuses années, mais aussi notre façon d'être et notre approche. On n'a pas un sentiment de supériorité envers les autres qui est vraiment très exportable et on accompagne les gens là-dedans. Donc, si on a à présenter nos projets versus d'autres, ils savent qu'ils vont être accompagnés de façon plus personnelle. Donc, c'est quelque chose qui est... on dit souvent, je me fais souvent dire en Afrique, nos amis canadiens, parce qu'on est capable de développer justement cette proximité-là avec les gens de l'industrie, mais aussi avec les travailleurs, mais aussi avec les acheteurs, qui est vraiment supérieur au reste du monde. Donc, ce modèle-là en Abitibi-Témiscamingue, cette proximité-là, je pense que c'est un modèle unique, c'est un modèle qui est exportable et qui s'exporte présentement. Et c'est très intéressant de voir les régions dans lesquelles on va œuvrer, tant en Afrique qu'au Pérou, qu'au Brésil. Mais c'est vraiment ce genre de modèle communautaire qui est en train que l'on tente d'implanter. À tout le moins, c'est ce qu'on leur explique et que l'on dit ça a une grande valeur ajoutée pour le développement et la pérennité des institutions, mais aussi des entrepreneurs.